Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Bonjour, j'allais dire bonjour Anthony, mais on s'est déjà vu. Bonjour Oui, bonjour à Sophie, bonjour Xavier, bonjour Sébastien, et bonjour à tous les participants. Pas mal de monde. Vous êtes ouais, ponctuels, ça c'est se bien. il se connecte. Bonjour Anne, Olivier, Catherine, Jean-David, bonjour et bonne année. On est encore Ouais, en janvier. on est encore dans cet interminable mois de janvier qui a l'impression de durer, comme chaque année, très longtemps. Effectivement. Bonne année à tous. J'espère que le mois de janvier, l'année commence bien. Pour vous On va tous, que vous êtes en forme. débuter dans quelques instants, en attendant que tout le monde arrive. Prenez un café comme Marien Ouais, et que moi. voilà, moi je l'ai fini, mais bon, voilà, mais je On finirai va avant. démarrer. Ouais, pas mal de monde en tout cas, ça fait plaisir. Ça, c'est les bonnes résolutions de janvier, hein. Après, il faut s'y tenir le long de l'année, c'est ça qui va être plus compliqué. En tout cas, nous, on va justement essayer de se tenir à cette résolution de webinar. Euh, c'est le quoi, le troisième? Deuxième? Deuxième ou troisième C'est en le 3 mois? troisième en 3 mois. Troisième en 3 mois. Voilà, bah peut-être qu'on vous dira que c'est le 15e d'ici décembre prochain, du coup, si on en rajoute un par mois, normalement. Et bonjour, bonjour Johan. Tiens, il y a des connaissances personnelles sur ce webinaire. J'espère que ça va. Bon J'espère que allez, on va tous les autres vont démarrer bien et également. les autres nous rejoindront. Juste voilà, vous allez recevoir après le webinaire le replay. Donc ceux qui doivent partir entre-temps, sachez que si vous êtes inscrit, vous allez recevoir ensuite le replay. Donc aujourd'hui, un sujet qui m'intéresse beaucoup et intéresse beaucoup en fait, je pense la plupart d'entre vous et je suis convaincu que ce workshop pourra en aider beaucoup d'entre vous, que vous soyez, responsable marketing ou même, consultant, SEO ou digital, que vous ayez vos propres sites ou le site de vos clients. Je suis sûr que ce sujet, pourra vous aider. Donc c'est un workshop, donc une partie, plutôt théorie, en début et ensuite, on aura une mise en pratique, directement dans la plateforme SEO Quantum. Donc c'est à destination, de nos utilisateurs, mais également, pour ceux qui nous découvrent. Ça sera l'occasion de découvrir, voilà, découvrir la plateforme. La durée environ 45 minutes, 1 heure si on a beaucoup de questions, réponses et l'idée, voilà, c'est de vous partager les méthodes et les techniques pour faire décoller votre business ou celui de vos clients en 2025. Voilà pour l'introduction. Le sujet du jour, donc, c'est apprenez à optimiser vos stratégies SEO et surtout à prioriser les actions. L'idée ici, c'est en fait que vous puissiez repartir avec une feuille de route, un plan d'action vraiment concret, basé en fait sur la donnée, que vous puissiez réellement mettre en place et que vous soyez convaincu par les actions que vous allez mettre en place. Souvent, en fait, on a des clients qui, qui se disent, un peu au doigt levé: «Je vais faire telle optimisation sur telle page, ça amènera peut-être un peu plus de trafic» ou «Je vais faire, tel, maillage interne». On verra tout à l'heure ce que c'est que le maillage interne. Ça pourra apporter un supplément de trafic. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de gommer tout ça et de se dire: «OK, quelles sont réellement les données en place? Sur quoi je m'appuie pour réellement bâtir un plan d'action data driven dès demain pour que voilà, d'ici 6 mois, 3, 6 mois, je puisse vraiment avoir des gains de trafic, de leads, sur, mon site internet. Avant d'aller plus loin, on va peut-être se présenter pour ceux, qui ne nous connaissent pas, encore. Donc je suis Anthony Técher. Je suis tombé dans la marmite du SEO quand j'étais, petit. Maintenant ça fait, près de 20 ans que je fais du référencement, naturel. Donc voilà, j'ai un parcours assez atypique parce que je suis très autodidacte, donc j'ai appris vraiment sur le tas, hein. Ensuite, j'ai eu une agence SEO et de développement web pendant plus de 10 ans et au sein de cette agence-là, on avait besoin de gagner, en productivité, en ROI avec nos chefs de projet SEO et donc on a eu besoin de développer un outil. C'est là où j'ai créé
SEO Quantum, c'était en 2015, hein, à peu près. Alors, les premières prémices, donc ça fait déjà 10 ans. Et ensuite, quelques années plus tard, j'ai revendu cette agence pour me concentrer uniquement sur le développement de ce produit. Donc moi, je suis plutôt la face cachée du produit. Et ben, ceux que vous connaissez, ben, celui que vous connaissez tous, c'est Marien. Je te laisse. Ouais. N'exagérons rien, mais ouais, moi c'est Marien et effectivement si Anthony a entre guillemets la face cachée, bien que ce soit bien lui qui anime ces webinars. Moi je suis plus là pour vous accompagner sur l'outil, un peu au jour le jour. Donc voilà, je suis là pour bah, effectuer les démos, répondre à vos questions, voilà, accompagner vos équipes dans la prise en main de la plateforme, répondre au support, enfin voilà, tout un tas de choses sur lequel voilà, donc si vous avez des questions ou besoin voilà, d'accompagnement pour sur l'outil ou des suggestions, comme ça moi après ça me permet justement d'aller embêter Anthony avec vos suggestions et vos axes d'évolution. Hein, pour ceux qui nous connaissent depuis pas mal de temps, alors peut-être pas 10 ans parce qu'effectivement comme dit Anthony c'était vraiment les prémices hein, de la plateforme, mais pour ceux qui nous connaissent depuis quelques années, vous savez que c'est un peu dans notre ADN de faire évoluer la plateforme. On est beaucoup à l'écoute de ce qui vous anime et on essaie de faire voilà, évoluer régulièrement la plateforme. Et donc mon rôle, bah, moi, c'est de récolter tout ça et d'essayer de vous fournir bah, le meilleur produit possible, tout simplement. Parfait. Donc on s'est présenté. Peut-être ça serait intéressant de aussi savoir qui est là aujourd'hui. Donc Marien est là pour animer ce webinaire. Donc il va vous envoyer quelques sondages. N'hésitez pas à y répondre. L'idée ici, c'est que ça soit assez interactif et que ça soit pas en vase clos. Donc que ça soit dans le chat ou que ça soit ici via des sondages. N'hésitez pas à répondre pour qu'on puisse orienter certains de nos propos. Peut-être aussi nos argumentaires et nos messages aussi, les adapter à qui vous êtes. Donc, normalement, Marien a dû. Parfait. Merci, Yes, Marien, à je l'ai envoyer fait un et sondage. ouais, tout à fait, voilà, pour insister un peu, on est 2 hein, sur ce webinaire. Moi, je connais un peu la plateforme maintenant, donc c'est pas vraiment, je suis pas vraiment public, donc n'hésitez pas, voilà, à poser vos questions, que ce soit bah, dans l'onglet questions, dans l'onglet chat, voilà, s'il y a des choses qui vous interrogent lorsque vous allez voir la présentation ou autre. Surtout qu'après, on devrait un peu switcher avec Andy, parce que je prendrai peut-être plus la main. Donc voilà, il pourra aussi y répondre. Évidemment, voilà, on fera une session questions-réponses, mais n'hésitez pas à les poser pendant, et puis si je peux y répondre, bah, j'y répondrai avec grand plaisir. Et merci à tous ceux qui répondent. Allez, il me manque encore quelques votes. Mais bon, on voit qu'on a quand même pas mal de responsables slash chargés de marketing digital. Ça se bat toujours un peu. Pas mal de dirigeants directement. Ok, des gens du milieu en tout cas. Ah, voilà. N'hésitez pas à ceux qui se sont endormis à vous réveiller et aller répondre au sondage. Donc, plutôt des chargés marketing. Donc, je vais essayer de vulgariser certains concepts SEO pour vous, justement, pour adapter cette présentation. Avant de commencer, je voulais juste faire une petite parenthèse avant d'aborder le sujet du jour. Et là aussi, j'aimerais bien avoir votre avis dans le chat peut-être. Quelles sont vos prédictions d'un point de vue search pour 2025? Nous, on fait un peu ce jeu en fin d'année, début d'année, quand je fais la présentation aux équipes. Et voilà, je voulais vous partager un peu de prospective ici sur 2025 et sur ces changements, bouleversements peut-être même, qui vont avoir lieu sur cette année. Donc en 3 points, le premier point pour moi, c'est réellement en fait un changement en fait du mode d'usage du search. Jusqu'à présent, on était très focusé, on est encore très focusé, on porte vraiment notre attention sur Google et l'optimisation pour Google. Et on le voit bien cette année dans les Google Leaks, c'est-à-dire les données qui ont fuité de la part du moteur de recherche. C'est venu confirmer en fait l'importance des signaux croisés utilisateurs, c'est-à-dire ici, finalement ce que les utilisateurs vont utiliser comme d'autres canaux pour venir sur votre site, et Google va être vraiment attentif à cela pour pouvoir, comment dire? Pour pouvoir donner une pertinence à votre site, une autorité à votre site.
et à vos contenus. Donc il y a vraiment une diversification finalement de ces canaux. Alors quand je parle de canaux, je pense voilà, à ChatGPT qui devient aujourd'hui maintenant un search GPT avec la fonctionnalité de recherche, mais aussi d'autres moteurs, hein, d'autres métamoteurs. Bing a de plus en plus aussi le vent en poupe. Donc rassurez-vous, derrière, il faut quand même travailler le contenu. Le contenu, c'est quand même la moelle de votre site web. Donc que ça soit pour Google ou pour d'autres moteurs qui vont venir grignoter des parts de marché à Google cette année, il faudrait quand même travailler fortement votre contenu. Après, un deuxième point qui est super intéressant également, c'est ce que j'appelle les nouveaux signaux de popularité. Donc, vous connaissez, si vous faites un peu de SEO, vous connaissez que la popularité se travaille via l'acquisition de backlinks, l'achat de backlinks. Il y a plein de plateformes d'achat de liens. Donc un lien vers votre site va augmenter la popularité de votre site. Mais aujourd'hui, donc ça rejoint un peu le point numéro 1 et je pense qu'aujourd'hui et demain pour 2025, en fait, le trafic direct, le trafic, comment dire? De marque, voilà, c'est-à-dire qu'on les recherches directement dans le moteur de recherche via le nom de marque, vont être des signaux et sont déjà en fait des signaux ultra importants, de popularité, vers vers votre site, vers votre marque qui compte pour le moteur de recherche. Donc n'oubliez pas de travailler les réseaux sociaux, n'oubliez pas de travailler peut-être aussi votre écosystème via les newsletters que vous allez peut-être pouvoir animer. Ce sont des enjeux cruciaux pour cette, année de 2025. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on le signale et qu'on le dit, mais Google est capable aujourd'hui de mesurer en fait l'impact de ces différents signaux de popularité. Et il n'y a pas que le lien, le backlinks à aller travailler. Et puis le dernier, voilà, c'est quelque chose que je rabâche parce que nous, ça fait voilà, avec Rédaction.io qu'on a lancé juste au moment où ChatGPT est sorti, on croit réellement en l'IA. Et aujourd'hui, je pense que l'IA et la création de contenu avec l'intelligence artificielle n'est plus un avantage concurrentiel comme on pouvait l'avoir il y a 12 mois, 18 mois, mais c'est devenu réellement une norme dans le sens où c'est un outil qui est utilisé par tout le monde, par les rédacteurs, pour pouvoir accélérer la production et même accélérer soit la production, soit la qualité en fait des rendus. Donc ici, je pense que ceux malheureusement qui ne se font pas aider par ce type d'outils vont petit à petit perdre des parts de marché. Donc restez vigilants sur la création augmentée par l'intelligence artificielle parce que c'est devenu la norme et demain, il faudra réellement aller chercher davantage et remettre finalement, ce que je dis souvent, hein, mais la valeur ajoutée humaine au centre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Et on le voit aujourd'hui on l'a aussi vu dans les Google Leaks, le score d'information, enfin le score de gain d'information, c'est qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport au marché, par rapport à la concurrence? Bref, ça sera le lieu d'un autre webinar. Voilà, un peu les 3 grandes prédictions pour moi pour 2025 et personnellement, mon envie aujourd'hui et mes pratiques vont vraiment s'axer, vous savez, on fait beaucoup de recherche et développement chez SEO Quantum et cette année, ça va être vraiment axé, je pense, sur comment on se positionne sur ces nouveaux, moteurs de recherche, sur le generative search, grâce à nos contenus. Donc, voilà, pour la fin de l'année, j'aurais bien voulu qu'on ait un score d'optimisation pour ces ces nouvelles approches, ces moteurs de réponse. Comment j'optimise pour mes moteurs de réponse, que ça soit sur Google avec, la réponse automatique donnée aussi par l'IA de Google, mais que ce soit aussi sur, ChatGPT. Comment j'optimise finalement mon référencement sur ces diverses plateformes. Donc cette année, voilà, un gros focus sur, notre partie R&D, sur ces, nouvelles pratiques pour 2025 et jusqu'à j'espère, au-delà 2025-2030-2035. Voilà pour la petite parenthèse. On va revenir au sujet du jour. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on y répondra juste à la fin. Alors, le sujet du jour, comment prioriser les actions d'optimisation sur le site en 2025? Je pense que c'est un sujet qui est vraiment intéressant et que souvent on a en tout cas chez SEO Quantum, on a ce son de cloche et même avant, quand j'ai développé la plateforme, finalement j'ai une masse de données et je suis complètement submergé, par ces données.
dites-moi dans le chat, donc je pense pas qu'on ait de sondage là-dessus, mais dites-moi dans le chat si c'est des choses que vous avez déjà vécues. C'est-à-dire que vous allez chercher de la donnée sur Google Search Console, vous allez chercher de la donnée sur Google Analytics, vous allez chercher des données sur des outils tierces, et finalement vous avez un amas de données et vous ne savez pas quoi en faire, vous vous sentez submergé et vous êtes perdu finalement dans cette masse effroyable, et vous êtes une espèce de frustration de cette finalement, je ne sais pas où mettre mon focus, mon pointeur. Et ça, je vous rassure, beaucoup de nos clients ou même des consultants assez seniors le vivent. Et là, l'objectif du jour, en fait, c'est réellement de vous donner en fait les clés, une structure, un framework, un cadre conceptuel dans lequel vous allez pouvoir évoluer et vous allez savoir que les actions que vous allez mettre en place sont réellement héroïstes. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Est-ce que vous avez déjà ressenti en fait d'être noyé sous un océan de données, vous ne savez pas par où commencer. Vous avez fait un audit de votre site, que ça soit sur Screaming Frog, sous d'autres outils comme Ahref, mais vous savez pas réellement quelle action mettre en place pour avoir des résultats concrets et surtout des résultats que vous allez pouvoir montrer ensuite à vos responsables ou à vos clients. Et puis tous ces efforts, vous lancez quelques actions en place, mais finalement, les efforts ne donnent pas forcément de ROI et vous êtes assez déçu et on passe encore cette case de frustration. Et souvent, en fait, on a cette croyance où on se dit, bah, plus je vais publier et mieux je serai visible sur le moteur de recherche. C'est un peu cette course à l'échalote ou cette croyance populaire dans le marketing et dans le search où je dois publier. Ouais, chaque semaine, je dois publier 2, 3, 4 contenus au minimum. L'agence me l'a dit, j'ai lu dans tel tuto qu'il fallait que je fasse ça. Parce que nos concurrents aussi publient beaucoup de contenu et je dois régulièrement alimenter ce blog. Alors, c'est quelque chose qui est complètement faux en 2024 et 2025, hein, puisqu'en fait, les dangers de cette approche, en fait, il y en a plusieurs, hein. Juste pour vous en citer quelques-unes, il y a la cannibalisation des mots-clés, c'est-à-dire que vous allez produire du contenu sans forcément faire attention à ce qui a été produit, et donc vous allez vous retrouver avec des contenus qui vont venir s'auto-concurrencer sur le même site. C'est une approche qui est dangereuse, où en fait Google va déclasser automatiquement plusieurs pages de votre site. Donc vous allez mettre du temps et de l'argent dans la création de contenu et finalement, ça c'est complètement obsolète. Il y a la dilution également de l'autorité du site. Si vous faites ça comment dire? Si vous créez du contenu, sans avoir une approche très méthodique, en fait la popularité, c'est quelque chose qui est très important d'un point de vue, l'autorité pardon, c'est quelque chose de très important d'un point de vue, analyse de votre site par un moteur de recherche. Et donc si vous parlez d'un sujet A, B, C, D, E, F et le moteur de recherche ne sait plus classifier correctement votre site et puis c'est un gaspillage également du budget de crawl. Il faut savoir que votre site a un temps, comment dire? Une durée en fait, attribuée en fait à celui-ci où Google va venir X heures, X minutes visiter, crawler, indexer vos pages et donc ici, ce qui va se passer si vous faites trop de contenu, c'est que vous allez voir, gaspiller ce budget de crawl. Je vois déjà que la la suite s'est affichée. L'impact aussi, c'est sur la mise à jour de l'existant. Ce que les Américains appellent de content decay, c'est-à-dire ça se produit en fait, vous produisez énormément de contenu, mais il y a une dégradation de ce contenu au fil du temps. Et donc vous allez perdre du classement. Vos pages vont perdre du classement au fil du temps. Et donc, quel est votre processus finalement aujourd'hui de mise à jour de l'existant? Et donc, ici, ce que je mets souvent ce que enfin en tout cas chez SEO Quantum, ce qu'on met souvent en exergue, qu'on montre souvent à nos clients, c'est OK, tu veux publier, c'est important d'avoir une stratégie de contenu sur la création de contenu. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ta stratégie de réoptimisation? Quelle est ta stratégie aujourd'hui pour renforcer finalement l'existant et de pas se retrouver finalement à avoir à créer des milliers, des centaines de pages
qui sont, bah, clairement, dans les oubliettes, dans les archives, du site et c'est quelque chose qui est clairement aujourd'hui, heu, alors je dis boudé ici, mais parce qu'en fait on n'a pas de méthodologie claire sur comment je traite, bah, ces données et comment je procède finalement. Quel est mon framework pour procéder à cette réoptimisation? Quelles sont les actions concrètes que je dois mettre en place finalement pour optimiser mon site et optimiser l'existant? Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première partie? Ouais, Simon, je vois que voilà, n'hésitez pas, peut-être, hein? Peut-être? Non, je regardais s'il y avait des questions en lien avec cette dernière partie, mais je vois que tu réponds, donc c'est parfait. Ouais, pas à tout, mais j'essaye. OK, Justement, c'est une question que je voulais poser, savoir si c'est quelque chose que vous faisiez, auditer un peu vos contenus? Heu, Hop. Attends, juste modifier, je vais le mettre en le sondage. hop, voilà, si vous Merci pour le pouviez sondage. voilà, exactement. Donc l'idée, hein, voilà, donc on va rentrer directement dans le concret et là, Maria a ouvert un sondage. N'hésitez pas à y répondre. Est-ce que vous auditez de manière régulière, vos contenus? Généralement une fois par semestre, une fois par trimestre? Alors est-ce qu'on a la réponse au sondage? Hop. De temps en temps quand j'y pense, oui. C'est assez partagé. Ouais. De temps en temps quand j'y pense, c'est de toute façon assez aléatoire, hein, j'imagine. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que je vois beaucoup, quand j'échange avec vous, utilisateurs, futurs utilisateurs, c'est souvent, «oui, oui» et puis, quand tu creuses un peu, c'est souvent plus proche du «non, non». C'est ouais, de temps en temps, ouais, quand je tourne un peu en rond ou quand j'ai pas forcément d'idée ou que je vois qu'il y a une opportunité quelque part, quelque chose qui peut revenir sur l'actualité, sur le devant de la scène, je peux réoptimiser. Mais c'est souvent justement un peu ce manque de, de process, ouais, qui va pêcher un peu, quoi. Exactement. Eh ben, allons directement au cœur du sujet. L'idée ici, c'est vraiment de vous redonner en fait le contrôle sur votre site et son contenu. Hem Et je prends souvent cette image de médecin, hem, avant de vous faire une prescription, donc avant finalement de vous donner le plan d'action, il a besoin de connaître l'état de santé, bah, général, comment vous vous sentez et d'aller voir les constantes vitales, des organes, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, et cetera. Donc c'est un peu cette image-là que je prends, régulièrement et l'idée ici, c'est de procéder de la même façon. C'est-à-dire qu'on va faire un état des lieux. Le diagnostic, en fait, l'idée générale ici du diagnostic, vous allez faire un état des lieux, c'est-à-dire prendre l'intégralité, des pages du site ou d'une section du site. Par exemple, si j'ai un site très volumineux qui fait plusieurs milliers de pages ou centaines de pages, mais que je suis capable finalement de le segmenter grâce au slug, parce que voilà, j'ai travaillé catégorie par catégorie. Bah, l'idée, c'est de dire: «OK, c'est ce trimestre-ci, on va aller viser seulement, telle catégorie et d'aller faire un audit, c'est-à-dire d'aller visiter chacune des pages pour récupérer, de la data. L'idée après, c'est que je vais vous montrer en fait 2 axes, de travail, avec 2 métriques qu'on utilise, ici qui sont donc le score technique de contenu et le score, de, maillage interne et l'objectif final, c'est d'identifier en fait les pages qui sont à fort potentiel pour pouvoir, rapidement, finalement les optimiser pour rapidement avoir un ROI. Voilà, c'est de passer finalement d'un état de je sais j'ai pas de données, je sais pas quoi en faire, à un état, j'ai des données, j'ai structuré mon approche et je sais quelles actions mener à terme pour pouvoir rapidement avoir un retour sur investissement. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important en fait de passer par cette étape-là de diagnostic? Parce que voilà, est-ce que finalement les fondamentaux du SEO, est-ce que les fondamentaux techniques, en tout cas de la structure technique du contenu, sont respectés? Comment finalement un algorithme peut percevoir mon site? On revient à cette notion, qui est chère chez SEO Quantum et sur laquelle on se bat depuis des années, hein, qui est, l'autorité
du site. Donc, il y a un score global qui est donné au site sur une thématique donnée. Et voilà, est-ce que l'autorité est suffisamment claire pour les moteurs de recherche sur ces différents sujets? Et donc là, on a ce concept de EAT qui est propre à Google. Si vous ne le faites pas, voilà, là, je vous ai montré un exemple concret. Qu'est-ce qu'on risque? Donc ici, vous avez sur la ligne, la courbe violette, c'est les nouveaux articles qui sont publiés semaine après semaine. Et alors c'est quoi? C'est du rose, rose-rouge. Vous avez ici le nombre de pages qui sont indexées dans le moteur de recherche. Donc là, en fait, il y a une publication régulière de contenu, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que Google est en train de déclasser et de retirer ton index certaines des pages. Donc en fait, vous créez du contenu, vous mettez de l'argent, du temps, de l'investissement, in fine, dans votre site, mais Google se dit que les contenus qui sont publiés ne valent pas le coup d'être indexés, être présents dans le moteur de recherche. Et donc là, c'est pareil, c'est énormément de temps perdu pour vous. Petit rappel rapide de ce que c'est que des différentes facettes de ma vision du SEO. Donc il y a la partie bien sûr technique. Quand je parle technique, c'est est-ce que mon site est accessible au crawler pour favoriser l'indexation des différentes pages. Le crawler, je vous rappelle, ce sont les algorithmes, en tout cas les robots qui viennent visiter votre site. Donc, il y a toute une phase de crawl et d'indexation. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Est-ce que mon site est suffisamment performant? Est-ce qu'il utilise des microdata? Bon, bref, toute cette partie-là technique. Il y a la partie popularité qu'on avait abordée en première partie. Est-ce qu'il y a suffisamment de liens externes vers mon site? Est-ce qu'on a travaillé l'image de marque? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux? Donc ça, c'est un autre des piliers. Il y a la partie sémantique, donc réponse à l'intention de recherche et champ lexical et sémantique, on va pas aborder aujourd'hui, qui est vraiment dans le cœur de SEO Quantum, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis j'ai la partie, ce que j'appelle contenu structurel. C'est est-ce que la page est suffisamment bien structurée et le contenu suffisamment bien structuré pour un moteur de recherche hors intention de recherche. On va voir ça aujourd'hui. Et puis le maillage interne. Donc pour résumé, aujourd'hui, on va aller focuser sur le maillage interne et la structure de contenu qui sont finalement deux notes qu'on pourrait avoir, deux aspects, deux organes qu'on va pouvoir aller diagnostiquer pour aller chercher de la croissance et du trafic. Concrètement, chez nous, hein, ce sont deux scores, vous allez retrouver dans l'audit de site. Donc ici, score de contenu et score de lien, tout simplement. On va commencer par le premier, qui est le score technique de contenu, donc le STC. Le premier qui se trouve ici dans cette colonne-là, en bleu. Donc le STC, pour nous, c'est le score technique de contenu. Ça permet d'évaluer en fait la valeur intrinsèque, donc propre à elle-même, du contenu de sa page par rapport aux attentes du moteur de recherche. Là, je ne vous parle pas de tout ce qui est extrinsèque, c'est-à-dire l'intention de recherche, ce que veut l'internaute, mais finalement, est-ce que ma page, elle répond à des critères de qualité définis par les algorithmes moteurs de recherche? Donc c'est un peu, et ça c'est ce que Marien me dit, Moi, je trouve ça très m'a bien formulé, formulé c'est d'ailleurs. voilà, c'est la forme de la page et non le fond. Et c'est une note qui varie entre 0 et 1 étant la page est parfaitement optimisée. Donc on a différents critères. Donc on va commencer par un audit. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être mener même avec un Screaming Frog ou un Google Sheet après pour pouvoir structurer vos données. Et je vais vous donner un peu les critères que vous devriez regarder pour évaluer si une page est de qualité pour un moteur de recherche. Donc nous, on commence par ce qu'on appelle le score de contenu, c'est-à-dire c'est la mesure finalement, la longueur du contenu de texte. Est-ce que la page adresse un volume de texte suffisamment important pour être intéressant pour les moteurs de recherche? Quand je parle de volume de texte, c'est vraiment le texte principal. Ensuite, vous allez pouvoir calculer également ce qu'on appelle chez nous un score de richesse lexicale. En gros, c'est assez simple pour le calculer. Il y a aussi des API en ligne qui existent sur ce calcul-là. C'est est-ce que mon texte n'est pas trop répétitif? S'il est trop répétitif, il pourrait être jugé moins qualitatif par les moteurs de recherche. Grosso modo, vous prenez l'ensemble du texte principal, vous allez compter le nombre de mots différents et vous allez diviser le nombre de mots différents par
le nombre total de mots de la page. Si vous avez une répétition très fréquente des mêmes mots, en fait, c'est vraiment pas un bon indicateur. Et donc, pour le moteur de recherche, ben, peut-être une non-indexabilité de la page, ce qu'on avait vu tout à l'heure, dans le moteur de recherche. Vous avez également, voilà, je vous donne des scores, c'est des scores qui sont intégrés dans nos outils, mais que vous allez aussi pouvoir mettre en place de votre côté. C'est le score de dominance sémantique. Le score de dominance sémantique, c'est la capacité en fait à évaluer sur une page une thématique forte qui est dégagée par les mots-clés principaux. Alors c'est un peu plus technique pour le mettre en place, mais rappelez-vous des bases du SEO. Qu'est-ce qu'on dit? C'est est-ce que mon mot-clé est présent par exemple dans la balise title? Est-ce que mon mot-clé est présent en début de contenu, dans les premières paragraphes, dans les premières phrases? Google utilise en fait des algorithmes pour pouvoir extraire les sujets principaux des pages. Donc, ce sont des algorithmes qui sont assez archaïques, qui ont été utilisés il y a déjà aux toutes prémices en fait du moteur de recherche et qui sont encore utilisés aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce sont des couches, comme des couches d'oignons qui viennent se superposer, mais c'est quand même utilisé. Donc, finalement, est-ce que dans mon contenu, j'ai des mots-clés et le mot-clé, en tout cas sur lequel je veux travailler, qui se dégage suffisamment? Est-ce que finalement mon contenu, il n'est pas un peu tout azimut et ne répond pas réellement à une problématique ou à un mot-clé principal? Donc c'est ce qu'on appelle le score de dominance sémantique chez nous. La lisibilité. Donc là, vous avez plein d'indicateurs en ligne. Vous allez pouvoir regarder là-dedans, mais nous, on utilise le Flash Score Index. C'est finalement, est-ce que mon contenu est suffisamment bien écrit? Dans le sens, est-ce que mes phrases ne sont pas trop longues? Est-ce qu'elles sont pas trop surchargées en adjectifs? Est-ce qu'elles sont pas trop lourdes, finalement, à la lecture? Et donc, on a un score de lisibilité. Et puis, les scores standards, hein, est-ce que la balise title est présente? Et si elle est présente, est-ce qu'elle a une longueur qui est suffisamment bonne? Ni trop longue, ni trop courte. Et on vérifie également la structure des balises HX, est-ce que la page a bien un H1, H2, H3? Donc là, on a en fait, sur ces 6-7 grands scores, vraiment les principaux scores qui vont vous dire si une page, en elle-même, elle se suffit pour pouvoir répondre aux critères standards, basiques du SEO et pour pouvoir se référencer sur les moteurs de recherche. J'espère que je n'ai pas été trop technique. Pour l'instant, Marien, dis-moi si les gens s'affolent. Non, non, ça a l'air clair. Il y a toujours des petites questions, notamment peut-être celle de Xavier qu'on peut prendre là, pour faire un petit break, là-dessus, qui dit que la notion de longueur de contenu pose vraiment question aujourd'hui. On lit beaucoup, la taille ne compte plus, mais ça semble encore hyper important dans le calcul du STC. Non, vu qu'étant le premier indicateur. Là, je ne les ai pas forcément classés par ordre d'importance, parce que chacun de ces critères est ensuite pondéré. Alors on va pas donner notre formule magique sur la pondération, mais en tout cas, la longueur de contenu n'est pas un critère déterminant sur ton ranking. Ça peut favoriser parce que tu vas travailler en fait à longue traîne et avoir plus de trafic sur ta page, mais ça ne veut pas forcément dire que pour ton mot-clé visé en particulier, il y a un impact réel sur la longueur de contenu. Il faut savoir que même des fois, des contenus plus courts et qui répondent vraiment très fiablement, on va dire, à l'intention de recherche, peuvent pouvoir se ranker. C'est pour ça que nous, dans l'outil, alors il y a un autre outil qu'on va pas voir aujourd'hui, mais sur l'outil d'optimisation sémantique, la longueur de contenu, elle est juste là en tant que indicateur et pas réellement, comment dire, et pas réellement comme étant un impératif à respecter pour pouvoir ranker sur le moteur de recherche, sur le mot-clé, en fait, sur le sujet clé Mmh. visé. C'est ça, c'est un indicateur, mais ça va pas rentrer directement dans le calcul de la note, du contenu. Néanmoins, c'est vrai que moi j'aime bien donner l'exemple, bah, effectivement, si une SERP, on voit que tous les contenus, ont, entre 2000 et 2500 mots, bon, il y a quand même plus de chances de se positionner avec quelque chose qui va être dans ces eaux-là. Alors évidemment, on ne peut pas forcément dire on va aller en faire, 5000 ou 3 fois plus ou 2 fois plus, hein, mais effectivement, bon, on voit que c'est en tout cas des requêtes sur lesquelles a priori un contenu long est quand même bien identifié comme étant pertinent, quoi. Donc, moins de chances, ça veut pas dire que c'est impossible, mais moins de chances de se positionner avec, un article 200 mots, quoi. Exactement.
Allez, on continue. On Voilà, prendra les questions juste après. petite Maintenant qu'on a vu ce premier interlude. score, qui est le score de contenu, on va s'intéresser sur la partie score de lien. Alors, le maillage interne, donc le score de maillage interne. Petite définition, qu'est-ce que c'est que le maillage interne? L'idée, en fait, dans le maillage interne, alors c'est vraiment dans le cœur de l'algorithme de Google. Vous connaissez peut-être le PageRank. L'idée, en fait, c'est de créer des liens hypertextes. Vous savez, c'est les liens qui sont cliquables quand vous passez la souris dessus, qui mènent vers une autre page, mais une autre page du domaine, et pas vers un domaine, un nom de domaine externe. Donc, il faut bien faire la différence entre le maillage interne et ensuite les backlinks, donc les liens qui mènent vers d'autres sites internet. C'est important en fait de travailler son maillage interne, à la fois pour l'internaute. Je vous rappelle et vous rappelle le préambule qui est que Google en fait étudie le comportement de l'internaute et étudie en fait la probabilité que l'internaute clique sur un lien et peut le faire également via Google Chrome et regarde en fait le comportement de l'internaute comme ça pour savoir si un lien, la page est bien construite et si le lien finalement peut intéresser les internautes, et aide également Google finalement à travailler, hem, à faire fonctionner en tout cas son algorithme du PageRank pour pouvoir diffuser un jus, diffuser une popularité à travers les pages du site. Donc voilà, le maillage interne, c'est quelque chose qui est crucial, qui est central. Si on reprend toujours cette notion finalement de médecine générale, c'est vraiment la structure, la colonne vertébrale de votre site internet. Donc chez nous, en fait, on calcule un score de maillage interne qui évalue à la fois l'architecture des liens, mais également les encres. Vous savez, il y a des liens de page A vers une page B, mais également les encres de ces différentes pages. Et donc, pareil, on a une note de 0 à 1, avec 1 qui représente finalement un maillage interne optimal pour ma page. Alors, c'est un peu plus technique, mais là, je pense que ça va plaire peut-être, je pense, aux consultants SEO s'ils sont là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis accrocher Voilà, vos pour les autres, ceintures. attachez vos ceintures. Mais c'est vrai que c'est des choses finalement qu'on voit dans assez peu d'outils, voire je n'ai pas vu dans d'autres outils. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se trame derrière chez nous dans nos algorithmes. Donc, le score SMI, qu'est-ce qu'il comprend concrètement? Donc, on a un premier score qu'on appelle le score NLC. Alors, c'est un peu du jargon interne, mais en gros, NLC, c'est le nombre de liens dans le contenu. En gros, c'est quels sont le nombre de liens qui se retrouvent dans le corps du contenu principal de la page. On ne va pas considérer en fait le footer, le header, les sidebars et tout ça. On va vraiment se concentrer sur la page principale, le corps principal. Et l'idée ici, en fait, c'est d'avoir suffisamment de liens internes pour faciliter la navigation et la distribution en fait du PageRank à travers le site. Donc on a un score, et ça aussi vous pouvez l'intégrer. Je pense qu'il y a un Screaming Frog, vous pourriez avoir la donnée pour aller calculer le nombre de liens qui se trouvent dans votre texte principal. Ensuite, on a un second score, c'est le NTA, c'est la diversité. Donc c'est le number of total encore, je crois, en anglais, qui indique en fait la diversité des encres. Est-ce que ma page, aujourd'hui, elle reçoit uniquement des liens avec des encres qui sont, voire plus, voire plus, voire plus. Elle reçoit 5 liens, et sur ces 5 liens, c'est voire plus, voire plus, voire plus, voire plus. Là, on a une mauvaise diversité des encres du maillage interne. Et donc là, on va avoir un mauvais score, ici, NTA, ce qui est vraiment important pour les moteurs de recherche. Pour rappel, encre étant le texte de lien, enfin le texte qui comprend le lien vers vers la page cible. Exactement. Allez, on continue. Le score AAA. AA. Là, c'est ce qu'on appelle l'accordance. Alors, rappelez-vous comment fonctionne un moteur de recherche, comment fonctionne même l'internaute, parce que le moteur de recherche ne cherche qu'à mimer et qu'à comprendre ce que veut vraiment l'internaute. Ici, c'est est-ce que les liens sur lesquels je clique, est-ce que les encres de liens sur lesquels je clique sont pertinents par rapport à la page de destination?
Donc, si par exemple j'ai un lien qui est, je sais pas moi, bouteille de vin et que lorsque je clique dessus, je tombe sur, une recette pour faire une quiche Lorraine, il y a quelque chose qui va pas. Donc là, on va avoir une mauvaise accordance entre le contenu de la page vers laquelle je fais le lien. Donc, c'est-à-dire que les encres font partie en fait du contenu de la page, mais cette encre-là n'a aucune pertinence par rapport au contenu de la page. Donc là, on va avoir un score également qui sera proche de 0 parce que finalement, les termes ne sont pas retrouvés dans la page. A contrario, si bah voilà, j'ai recette de quiche Lorraine et quand je clique dessus, j'ai vraiment une recette de quiche Lorraine, là, on aura une accordance qui sera vraiment importante. Ensuite, on a le CPL, donc là, c'est pas le coût par lead, hein, c'est autre chose. C'est un peu plus technique, plus difficile à mettre en place ici avec des outils standards. On va aller calculer la proximité sémantique. L'idée ici, c'est d'aller calculer la proximité entre les deux pages. Je reprends mon cas ici de recette de cuisine avec ma quiche Lorraine, mais j'ai fait un lien sur une page, je sais pas moi, sur l'assurance moto. OK, sur l'assurance moto, j'ai un lien vers une page qui est sur la quiche Lorraine. Il n'y a aucune pertinence, il n'y a aucune chance finalement qu'un internaute puisse aller cliquer de cette page A vers cette page B. Donc c'est la même chose ici. On va calculer en fait cette proximité. Si les proximités sont pas bonnes, bah, il y aura un mauvais score. Si vous avez oublié des liens, c'est-à-dire que par exemple, bah oui, on a trouvé assurance moto avec l'assurance moto pour jeune conducteur. Là, ça mériterait d'avoir un lien entre les deux pages. Si vous l'avez pas fait également, on va dégrader cette note de CPL. Donc ça, c'est très important pour travailler alors c'est une notion de cocon en français, et donc, c'est vraiment important d'aller travailler ces différentes, ce score-là. Et puis le dernier, bon là c'est assez simple et assez connu, c'est la profondeur en fait, c'est le score en fait de profondeur de page. Plus une page est profonde dans le site et pas accessible depuis la page d'accueil, plus en fait elle sera difficilement trouvable par les internautes et donc par les moteurs de recherche, et donc in fine aura une mauvaise note. En gros, je crois que c'est 3-4. La profondeur maximale que l'on suggère, d'ailleurs, je vous ai mis ici pour les plus techniques, je vous ai mis en fait les différentes formules qu'on utilise au sein de SEO Quantum. Voilà, donc là, on voit bien ces 4, la taille maximale qu'on autorise chez SEO Quantum. Donc tout ça, en fait, ça va nous donner tous ces indices, tous ces KPI, tous ces scores vont nous donner également une note entre 0 et 1. Donc ici, en fait, on multiplie par 100 pour avoir la note sur 100. Et donc, on a un score de lien, un score de maillage interne, et qui va nous donner finalement un score de santé, qui est la moyenne en fait de ces deux scores. Donc, il faut imaginer qu'on fait ça sur l'intégralité de vos pages pour avoir ensuite notre score, nos différents scores de santé. Donc, on a évalué tous les organes, toutes les parties de votre site. Je vois que le temps file, on est grave à la bourre, donc je vais un petit peu accélérer en posant vraiment les questions tout à la fin. Donc là, je reprends. Bon, maintenant, on a cet état des lieux. Maintenant, on va voir prioriser, c'est-à-dire quelles sont les actions qui vont mener le plus de résultats. J'aime bien en fait un petit clin d'œil à ce film, donc Moneyball ou Stratège en français. Donc on a vraiment une base de données, et dans le film, en fait, il va aller prendre pas forcément finalement comment dire, les pages sur lesquelles on pensait on avait plus de potentiel, c'était pas forcément celles-ci qu'il faudrait aller prioriser. Et on va avoir une méthode en fait pour prioriser vos pages en fonction des différentes actions. Alors pourquoi c'est important de bien prioriser? Parce que sans priorisation, en fait, vous allez gaspiller des ressources. Vous allez avoir peu d'impact, peu de ROI. Donc l'idée ici, c'est vraiment de prioriser, et pour ça, en fait, je vais vous donner 3 indicateurs qui est le PATS. En fait, c'est le trafic additionnel que vous allez pouvoir avoir sur chacune de vos pages dans l'optique d'une optimisation efficace. L'effort requis pour pouvoir optimiser chacune de vos pages, et qui nous donnera à la fin le score de profitabilité de chacune des pages. C'est un peu le ratio magique qui vous permet à finalement dire ok, j'alloue mon budget, j'alloue mes ressources à ces pages-là parce qu'elles sont réellement importantes pour en termes de ROI, et pour le business, on verra ensuite comment on fait. Très rapidement,
Le score de donc le PATS, c'est le potentiel en fait de trafic additionnel. Comment on l'explique en fait? Finalement, c'est si je fais mes corrections, OK, j'ai mon état des lieux, je fais les corrections de chacune des pages, combien je vais pouvoir aller tirer de trafic supplémentaire? Donc moi, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on utilise, hein, au sein de notre algo, c'est quelles sont les impressions actuelles de la page sur les 12 derniers mois pour gommer tous les effets de saisonnalité. On va aller estimer un CTR cible. Par exemple, actuellement, je suis en 12e position en moyenne. Je vais aller estimer que si je fais des optimisations, je vais passer, alors nous on a des formules ici, mais je passe d'une position 12 à une position moyenne de 8. Et donc 8, vous allez retrouver également sur le web des tableaux qui attribuent un positionnement avec un CTR moyen. Et je peux déterminer en fait un taux de clic potentiel. Donc je sais que cette page-là, si je fais des modifications, je passe, donc si elle fait 10 000 affichages par an, actuellement je suis en 10e position, j'ai un CTR de 1%. Si je passe en 3e position, j'aurai un CTR peut-être plus élevé qui passerait à 5%, et donc j'ai un nombre de clics potentiels. Donc ici, c'est clics potentiels moins les clics actuels pour déterminer le PATS. Pour la faire plus courte, je vous ai mis ici un tableau récap. Donc, on retrouve, donc je vous ai pris un listing des différentes URL, les différents scores liés à l'état des lieux, le score de santé de chacune des pages, les clics actuels. Donc, ici, cette page-là fait 2500 clics. Et là, j'ai calculé que celle-ci pourrait faire sur une plage de 12 mois, elle pourrait faire 3900 clics. Donc, le PATS, donc le gain additionnel, est de 1400 clics par an pour chacune, pour celle-ci, 1300 sur peut-on faire du vélo enceinte, faire de la moto enceinte, est-ce possible? 3000 clics supplémentaires, tatouage et grossesse. 3800 clics environ supplémentaires par an. Ainsi, si la page fait déjà presque tous les clics possibles, c'est finalement si la page, ben, par rapport au nombre d'impressions et par rapport à sa position, elle fait déjà beaucoup de clics, et ben, en fait, on aura un BATS qui sera beaucoup plus petit et finalement, ça sera pas cette page-là qu'il faudra aller optimiser. C'est pas parce que votre page fait plein de clics, justement, qu'il faut aller l'optimiser. On a peut-être à aller chercher d'autres petites pépites, d'autres pages à optimiser qui seraient vraiment plus intéressants pour améliorer votre ROI. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher cette marge de progression supplémentaire, cet effet de levier supplémentaire et pas uniquement se focuser sur les pages, se concentrer sur les pages, pardon, qui ont le plus de clics actuels. Je la fais très courte ici. On va aller voir ensuite l'effort requis. Alors, est-ce qu'il voilà, alors je sais pas pourquoi. OK, bon. Heu, bon, l'effort, alors c'est l'effort correctif requis. En fait, on va chercher, est-ce qu'il me faut beaucoup d'efforts? Oui, non, pour pouvoir aller, comment dire? Pour aller, augmenter le trafic sur cette page. Donc tout simplement ici, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre, alors je vais, nous on va beaucoup plus loin dans le calcul de l'effort requis, mais pour être simple et pragmatique et si vous voulez le faire de votre côté, l'idée c'est de se dire: «OK, bah là j'ai 65 de score de santé, bah l'effort requis pour aller jusqu'à 100, bah c'est 35. Ici j'ai 72, c'est 28. Ici j'ai 48 de score santé sur la page C, c'est 52% à aller chercher supplémentaires en effort pour aller optimiser cette page. Donc là, après, vous allez pouvoir, grâce à ça, avoir ici, hop, un score de profitabilité. Alors c'est bizarre, comment ça s'affiche? Bon, en gros, le score de profitabilité, c'est le potentiel. Ici, le potentiel de trafic additionnel divisé par l'effort requis. Donc, je suis capable aujourd'hui de savoir quels sont les efforts qui vont maximiser finalement le retour sur investissement, c'est-à-dire en trafic, en lead, dans les différentes actions que je vais pouvoir mettre en place. Donc, les pages qui auront un score plus élevé, ce sont les pages sur lesquelles je devrais me concentrer ici en priorité. Donc ici, pour l'instant, voilà, tatouage et grossesse danger, c'est quelque chose sur laquelle je devrais me concentrer en priorité parce que l'effort requis est moyen, 50. Par contre, j'ai un PATS qui est très élevé, très important. Donc je sais que là-dessus, j'ai une forte probabilité d'aller générer davantage de clics et de leads. Moi, ce que je vous conseille ensuite, c'est d'aller pondérer.
d'aller pondérer en fait ce score par la business value parce que ça, c'est quelque chose que l'outil ne connaît pas forcément et que seulement vous connaissez. C'est-à-dire, est-ce que finalement ces pages-là sont intéressantes pour mon business? Oui, non. Bah là, ici, je suis un vendeur finalement de véhicules pour les femmes enceintes, bah, vélo, moto ou autre. Donc là-dessus, j'ai un business value qui est vraiment important, 100. Et sur les autres pages, bah, en fait, c'est du top of funnel. C'est pas forcément trop intéressant, donc j'ai mis 20 et 20 et je vais venir pondérer la profitability index par cette business value et je vais avoir vraiment un critère, bah, pour mon business, il vaut mieux que j'aille optimiser ces pages-là parce qu'elles ont un ROI probable fort et qu'elles sont profitables également pour le business. J'ai été très rapide sur sur cette partie-là, parce qu'on voulait vous montrer rapidement aussi comment mettre ça en place dans l'outil en un clin d'œil finalement. Comment finalement en 5-10 minutes, vous allez pouvoir avoir les mêmes résultats avec l'outil SEO Quantum. Yes, c'est bon, vous pouvez décrocher votre ceinture. Maintenant, normalement, c'est bon. Anthony, tu peux souffler un peu. Je te laisse jeter un œil aux questions, y répondre si tu veux, ou on le fera à la fin. Je vais surtout voir si je peux te prendre la main, j'allais dire, sur l'écran. Mais voilà, c'est chose faite. Hop, on bascule. Normalement, vous voyez bien dans l'écran parce que c'est vrai que la théorie, c'est bien. Mais on va voir un peu la pratique désormais. Justement, bah, comment passer de bah, tout ce qui a été présenté, bah, comment l'appliquer finalement à votre site. Donc là, vous n'avez peut-être pas fait le lien tout de suite entre faire du vélo enceinte, parce qu'effectivement, a priori, ça ne te concerne ni Anthony ni moi. Mais c'est parce qu'on va prendre notre site exemple, enfin un site exemple qui s'appelle Terre de Maman ici, et on va retrouver les pages, je vous rassure, pour faire le lien. Donc voilà, l'idée, ici, on n'a plus beaucoup de temps, c'est pas de vous faire une démo complète de la plateforme, hein, si ça vous intéresse, bah, vous me contactez directement. L'idée est plus vraiment de faire un petit focus bah, sur ce qui a été présenté de manière théorique et du coup le faire de manière pratique. Donc chez nous, ça va se passer dans la partie audit de site. Donc là, on est sur l'interface SEO Quantum, mais sur un espace de travail spécifique. Et en fait, bah, c'est très simple. Alors prérequis ou conseil de connecter la Google Search Console, donc dans l'onglet page du site ici. Si vous avez accès, bon, si c'est votre site, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. C'est le site d'un client. Bah, pensez à connecter la GSC, ça donnera beaucoup d'infos supplémentaires et notamment bah, pour tout cet aspect priorisation qu'on a vu un peu sur la fin. Évidemment, si on n'a pas accès aux données, bah, ça peut être plus compliqué pour prioriser. Et ensuite, bah, si vous n'avez pas lancé d'audit de site, il vous suffit de cliquer dessus, vous allez arriver sur la page. Sinon, si vous en avez déjà lancé un et vous voulez en relancer un nouveau, vous allez sur Add New One ici et il vous suffit bah, de copier-coller le lien du site en question, choisir le nombre de pages que vous souhaitez auditer, donc le nombre de pages du site, et attendre quelques minutes, souffler, vous faire un petit café pour arriver sur une page de résultats comme celle-ci. Alors, comme expliqué, l'idée n'est pas de faire une démo complète, ni même de l'outil d'audit, donc je vais pas faire un gros focus là-dessus, mais en fait, voilà, l'outil va aller analyser bah, un peu tout ce qui a été présenté, hein, de toute façon, de manière théorique, donc je vais pas faire une rabâche. Mais voilà, vous allez avoir bah, le score de global de santé, donc basé sur ces deux éléments principaux qui vont être la qualité du contenu et la qualité donc, des liens internes, donc du maillage interne, avec l'identification bah, des différents problèmes. Donc là, on voit qu'on a une qualité de 60% sur la qualité du contenu et 58% sur les liens, ce qui nous fait une moyenne, une santé globale. Le calcul n'est pas très compliqué à faire ici, de 59%. Pas mal d'autres choses hein, que je vous laisserai aller voir de votre côté ou creuser si ça vous intéresse. L'idée étant bah, qu'une fois qu'on est parti de ce constat d'identification voilà, des problèmes finalement et des analyses de chacune des pages, bah, de pouvoir aller faire du concret et d'aller vraiment retravailler en fait bah, les pages un peu une à une bah, avec la méthode qu'Anthony a développée juste avant. Et donc c'est ce qu'on va avoir ici dans l'onglet Page Explorer ou l'onglet idéalement même tâches. Vous allez pouvoir générer vraiment un calendrier en fait de tâches à faire. Mais on va rester sur l'onglet Page Explorer. Et on va retrouver bah, tous les éléments qui ont été présentés finalement dans cette première partie avec dans un premier temps le ROI où ici on va identifier et donc là on va retrouver les pages voilà peut-on faire du vélo enceinte, faire de la moto enceinte, est-ce possible voilà on raccroche les wagons ici où on va justement
identifier un peu un ROI, un retour sur investissement qui peut être intéressant. Donc on va classer, alors là on a les premières pages sont élevées et on voit que si on va un peu plus loin, on va avoir un ROI faible, voire incertain, dans le cas où on n'a pas suffisamment de données, ou voir si la GSC n'est pas du tout connectée. Donc là on n'a pas du tout de données. Donc ça, c'est d'abord voilà, l'identification un peu des problèmes, le ROI, donc pour classer justement ces pages-là. Et donc c'est là où tout l'intérêt aussi, hein, d'avoir aussi vous votre ajout business. Ok, bah, peut-être que cette page-là, en fait, moi, elle va pas forcément m'intéresser dans un premier temps. C'est peut-être pas là où je vais avoir le plus d'enjeux, donc je vais peut-être pas aller forcément retravailler cette page en priorité, même si l'outil le conseille. Hein, ça reste des données à vous aussi, voilà, de venir pondérer tout ça. Et l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin, hein. C'est pas de vous dire: «Faut retravailler cette page-là, identifier les problèmes». Donc vous allez pouvoir en fait, complètement corriger, cette page-là en identifiant les problèmes. Si vous avez un peu de souvenirs de tout à l'heure, on va retrouver ce score de santé. Donc là, c'est vraiment on a vu le score de santé global, on va dire, du site. Là, on est vraiment sur le score, de santé de la page avec donc le score de santé de 62 ici, un score de contenu et score de lien. Donc en fonction de ces 2 éléments. Et on va pouvoir aller même encore plus loin en identifiant vraiment les problèmes et en demandant à Albert ici. Donc là, par exemple, on voit qu'on a, voilà, c'est quelque chose dont on parlait pas mal d'ailleurs dans le chat. Le contenu, il comporte moins de liens internes que recommandés. OK, donc on peut même aller le voir en détail, hein, ici pour l'exemple. Donc on voit qu'on a la page ici, on a un lien directement dès le début, mais qui va faire un lien externe vers un autre site. Et on voit qu'ensuite, il y a très peu de liens. Ici, je crois qu'il y en a juste un, voilà, ici sur l'annonce de la grossesse, bon, qui est lié, mais en même temps, là, on est vraiment sur un peu le début de la grossesse, donc on n'est peut-être pas encore à penser à faire un faire-part, et on voit qu'après, il n'y a plus aucun lien sur cet article-là, et donc ce serait peut-être intéressant d'aller venir enrichir un peu tout ça. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ici, hein, très bien dans l'onglet liens sortants. On voit qu'on a effectivement nos deux liens avec le site externe et annoncer sa grossesse. Et donc, on peut demander à Albert, ici, qui a identifié comme problème qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de liens dans le contenu, et on peut lui demander d'aller nous aider un peu à creuser cette piste-là et voir s'il n'a pas des suggestions à faire. Donc là, pour la question, ici, nous, on dit viser au moins 3 liens. On, on répondra un peu à la question après sur le nombre exact, entre guillemets. Et donc là, Albert, ici dans l'exemple, alors j'espère que vous voyez bien, mais en gros, il nous explique que pour améliorer l'image interne de notre page, il nous conseille effectivement d'ajouter des liens. Et voici ce qu'il a trouvé, lui, dans l'analyse. Donc par exemple, il pourrait nous annoncer votre grossesse, donc l'arrivée du bébé. Donc on n'est pas sur la même page, hein, sur lequel il y a déjà un lien, qui a une bonne proximité thématique. Ensuite, on a un lien, enfin on a un article qui s'appelle vraiment «Souvenir, faire part de naissance», ici. Donc effectivement, ça semble vraiment cohérent d'aller faire un lien, vers cette page-là, puisqu'on parle, de faire part sur cette page, voilà. 4 secrets pour réussir sans faire part de naissance. Donc effectivement, ça semble vraiment pertinent, pour notre page qui s'appelle 5 conseils pour faire part de naissance, d'aller faire un lien, là-dessus. Et après, je crois qu'on est plutôt sur une thématique, ah non, d'ailleurs, éviter de lier vers aide parent car elle est déjà liée et pourrait pas apporter de valeur immédiate ajoutée au contexte actuel. OK, donc là, il conseille justement plutôt de ne pas forcément aller faire de lien, vers celui-ci. Donc voilà, l'idée est vraiment de vous accompagner. En fait, c'est pas uniquement d'établir un constat, c'est après, d'établir finalement une liste d'actions que vous allez pouvoir mettre en place pour corriger ces problèmes. Et une fois que c'est fait, mettons sur le principe ici qu'on l'a fait, on va pouvoir directement cliquer sur corriger, pour voilà, que cette page, elle a été corrigée à telle date. On va pouvoir suivre un peu les performances, l'évolution, une fois qu'on aura corrigé tous ces problèmes. Voilà un peu pour cette partie. Donc là, voilà, vous allez pouvoir reprendre un peu les pages une à une, ou comme expliqué, il y a aussi un onglet tâches ici, où en fait l'outil, en fonction de votre disponibilité, vous allez pouvoir reprogrammer, voilà, en fonction du nombre de temps que vous allez passer. Et c'est d'ailleurs là où on va retrouver les gains potentiels qu'expliquait Anthony en fin de présentation. On va pouvoir vraiment lister, avoir un planning d'optimisation, de problèmes à corriger, qu'on va mettre en place pour venir justement améliorer l'existant du site en Ça se question. coupe juste ici parce que ça répond à la question de Johan. Hop, je vais peut-être répondre en direct. L'effort est en heures de correction ou en temps de mise en place, slash, par rapport à la visibilité de l'impact. Et en fait, dans ce que je montrais, en fait, c'était vraiment c'était un temps. Alors, c'est pas un temps, c'est une correction. C'est-à-dire l'effort à fournir pour pouvoir corriger ta page. Mais l'effort, finalement, est décorrélé dans l'approche, on va dire théorique, est décorrélé du temps
en fait, correctif. Donc, c'est un premier indicateur. Là, on va beaucoup plus loin dans ce que montre Marien, parce qu'en fait, on considère un temps donné pour chacune des tâches. Par exemple, améliorer, la title, ça va prendre, 15, 20, 30 minutes. Alors, on a déterminé pour chacune des tags, des correctifs en fait à un temps donné. Et là-dessus, par contre, voilà, dans l'outil en tout cas, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur la priorisation par rapport à un temps donné correctif, puisqu'en fait, en effet, on fait une estimation de temps. Et dans l'approche voilà, théorique, j'ai simplifié parce que voilà, si après il faut que vous allez chercher tous les points à corriger pour chacune des pages, ça peut être plus difficile à mettre en place dans la pratique. Mmh. Tout à fait. Voilà, j'ai présenté évidemment, moi rapidement une problématique liée aux liens. Concernant les liens, c'est plus simple à dire comme ça. Mais il y a effectivement, voilà, tous ces problèmes aussi de contenu, donc qui peuvent être, voilà, des longueurs de titres, qui vont être non optimales, ou là, idem, Albert, bah, va vous faire des suggestions. Alors on va continuer sur un titre vraiment qui est assez rallonge et qui serait peut-être intéressant d'aller plutôt le réussir et d'aller droit au but. Et voilà, il y a pas mal de suggestions. Voilà, bon, bah, faible concordance entre les liens et les encres. Enfin, en fait, toutes les problématiques, hein, finalement, qu'on a listées auparavant, qui peuvent impacter la santé entre guillemets de votre page, euh, ou des pages qui n'ont pas assez de champ lexical assez développé. Voilà, et ça, c'est des choses qu'on pourra voir notamment avec l'analyse sémantique. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qu'on devait présenter rapidement, hein, sur l'outil d'audit. Évidemment, si vous êtes déjà utilisateur de la plateforme, bah, et que vous ne connaissiez pas cet outil-là qui est assez récent, hein, enfin cette nouvelle version en tout cas, bah, vous pouvez aller le tester dès maintenant. Et si vous êtes pas du tout client, vous avez aussi évidemment une période d'essai, donc sur lequel vous avez accès à tout ça. Voilà, l'idée est temps de passer un peu de la théorique à la pratique. Donc, si vous voulez aller tester avec un de votre site ou un de vos sites de vos clients, bah, écoutez, il vous suffit de créer un compte chez nous directement et vous avez 14 jours pour tester ça. Et bah, j'espère mettre en place déjà quelques correctifs de votre côté, ou en tout cas faire un bel audit de l'existant. Parfait. Merci Marien. On va voir s'il y a des questions. Euh, hop. On peut Tu... exporter. Oui, Ouais. dis-moi. Non, j'allais dire, tu gères ou tu veux que je Ouais, c'est bon. m'en occupe? Je reprends les questions. Là, c'est Xavier. Xavier, est-ce que on peut exporter des choses pour faire le tableau Excel d'Anthony à utiliser dans la théorie pour définir le ROI et la priorisation? Je pense que ta question se porte sur exporter les données du crawler, peut-être. Actuellement, sur le nouveau crawler, ça n'est pas possible d'exporter les données. C'est quelque chose qui est sur notre roadmap de développement. Et donc là, pour l'instant, tu es obligé de passer par l'interface pour pouvoir avoir l'ensemble des données. Mais c'est quelque chose qu'on mettra de toute façon en place, parce que c'est très demandé actuellement, mais qu'on mettra en place là sur ce trimestre. Mmh. Ah, il y a 2 choses qui sont demandées dans l'export. Je ne sais pas si ça résonne en vous, mais effectivement le tableau des recos et cette partie-là aussi pour justement, alors c'est peut-être plus pour la partie consultant, agence, freelance, pour avoir plus une partie présentation aussi de pré-audit, d'un site, ça aussi c'est des choses sur lesquelles on penche dessus. Euh, alors, ça saute en même temps. Tuc, tuc, tuc. Euh, J'avais une question par Xavier. Alors, est-ce que la proximité sémantique contextuelle est par grande thématique? Recette de cuisine de quiche Lorraine avec recette de cuisine moule marinière, recette, catalogue produits, ustensiles. Est-ce que c'est OK, par exemple, si on reste dans la thématique cuisine? Euh, Alors, je ne sais pas si là, ta question, elle est plus théorique ou pratique. En tout cas, dans la théorie des choses, l'idée, c'est d'aller faire du maillage interne sur les pages qui ont une proximité sémantique importante entre les différentes, entre la page A et X, par exemple. L'idée étant, finalement, de faire une continuité. Alors,
c'est pour ça que j'ai vraiment du mal un peu avec cette histoire de cocon sémantique, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité navigationnelle pour, l'internaute. Donc si dans ton contenu c'est simple, hein, si dans ton contenu, il y a finalement une continuité, logique entre différentes pages, mets-y un lien, tout simplement. Là, recette de cuisine quiche Lorraine avec recette de cuisine moule marinière, je vois pas trop de continuité, même si c'est dans la même, thématique, tu vois? Donc là, on est dans la même thématique, mais il y a pas forcément ici de continuité navigationnelle entre ces 2 contenus. Donc là, dans ce cas-là, je vois pas trop l'utilité, de mettre, des liens entre ces 2 pages. Peut-être qu'il y en a une, historiquement, il y a peut-être quelque chose qui fait un lien entre ces 2 thématiques. Voilà, mais là, comme ça, un peu pour point, j'ai pas je recommanderais pas en tout cas un maillage ici. Nous, comment ça fonctionne? En fait, on récupère l'intégralité des pages du site, on va faire du clustering au sein des pages et ensuite on va venir calculer une proximité. Donc en fait, on redécoupe, on n'a pas vu ici, mais on a en fait un système de clustering qui va redécouper votre site en sous-rubriques et ensuite on va aller calculer la proximité entre chacune des pages. Donc en gros, si tu as plusieurs thématiques, on va voir si y a une thématique cuisine, une thématique cuisine, on va voir les pages qui vont bien se mailler entre elles. Hop, ensuite, Guillaume. Guillaume, peut-on focaliser le crawler sur des pages spécifiques car mon site est très très grand pour concentrer les efforts sur les pages contenues et non applicatives? Très bonne question. Donc soit tu as un système de slug et donc là en fait tu peux lui dire bah en fait tu vas aller slugger uniquement tel répertoire, donc exemple.com slash bah, voilà, slash blog exactement, le montre Marien à l'écran. Soit alors, tu es capable d'extraire en fait, la liste des pages d'un fichier, CSV et donc là, tu peux faire un apport spécifique et limiter le crawler finalement uniquement à certaines pages. Donc si c'est pas sluggable, je sais pas si ça se dit ce terme-là, mais si tu peux Je pas pense que ça fonctionner compte au avec Scrabble en tout cas, mais si tu peux pas fonctionner avec les répertoires, tu peux fournir directement un fichier avec, la liste de tes URL que tu souhaites, ouais. crawler. Précision un peu bête, hein, mais quand on dit, slugable, c'est évidemment, il faut que du coup, bah, les articles, commencent par exemple.com/blog/nom de l'article. Si vous avez juste une page blog, comme ça peut arriver, mais qu'en fait tous vos articles vont après être directement, sur l'URL exemple.com/article, le nom de l'article, ça va pas fonctionner. Mais effectivement, si vous avez plusieurs thématiques que c'est bien «slugué» entre guillemets, vous allez pouvoir l'utiliser tel quel ou effectivement, voilà, directement faire un import CSV. Bon, bah, moi je sais que j'ai, 200, 300, 400, 500 URL de mon blog ou d'une catégorie que je veux analyser. Il vous suffit de télécharger, vous avez, je pense, un fichier d'exemple ici, mais qui est très simple, hein. Il vous suffit juste de mettre la liste de l'URL. Il faudra quand même mettre le nom du site à auditer et cliquez bien sur transférer une fois que le fichier, vous allez voir, pour qu'il soit pris en compte et l'audit va se faire uniquement justement sur ces URL-là. C'est merci Marien. Hem Et je vois qu'il y a pas mal de questions. Heu, alors, lesquelles Ah, sont prioritaires? tu prévu de faire quelque chose cet après-midi, c'est ça le problème? Ouais, là, heu, Kevin, je souhaiterais visualiser la fonction permettant d'intégrer du contenu pour l'évaluer. Kevin, je pense que tu parles de l'analyse sémantique. C'est un autre outil. Je te propose plutôt de voir avec Marien directement, parce que c'est pas le sujet du jour. Et en fait, en effet, tu peux prendre l'URL de ton site. Si le site ne bloque pas l'IP, de nos crawlers et si le site n'est pas fait en JS, on va pouvoir récupérer le contenu principal et l'importer directement, dans l'outil, d'analyse, sémantique. Yes, c'est la partie brief de contenu. Effectivement, si on commence à montrer là, je pense que ça va encore amener beaucoup plus de questions. Mais pour faire, voilà, peut-être rapidement, juste, bah, là, on a vu effectivement, la forme, des pages. Bah, là, ça va plutôt être voir le fond, justement. Donc vous allez saisir votre mot-clé, copier-coller l'URL et là, l'outil va aller analyser le contenu de cette page-là et vous faire les recos d'un point de vue plus sémantique. Hop, continuons. Heu, alors après c'est plus Johan: «Mon collègue de la communication a besoin de diffuser des articles d'actualité, notamment pour montrer que le site vit. Avez-vous des exemples de bons articles d'actualité avec de la valeur?» C'est difficile, hein.
En tout cas, moi, sur les recours que je fais aux clients, c'est difficile en fait de mixer les deux. C'est-à-dire que tu dois avoir un contenu. Généralement, tu vois, le SEO, c'est des contenus ce qu'on appelle evergreen. Euh, C'est-à-dire que c'est des contenus qui sont intemporels et qui répondent euh, à une question intemporelle, quoi, tout simplement. Ici, les actus, c'est quelque chose de différent parce qu'en fait, elles vont avoir une durée de vie très courte. Donc là, il faut que tu priorises sur l'indexation rapide de tes contenus et il faut que ton contenu soit également recherché. Par exemple, si tu parles, je sais pas, on a été présent au salon e-commerce telle date, finalement, ça va être une actu qui va être visible par les internautes qui vont être sur ton site, mais qui va pas être forcément recherchée. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, moi, je donne pas forcément la priorité sur les optimisations, en tout cas par rapport au gain, hein, au gain. Je fais toujours cette balance-là. Quel est le gain que je vais aller chercher en mettant cette ressource ici d'optimisation de ma page? Donc, par rapport à l'optimisation d'un contenu pour une partie actualité, et généralement, c'est des formats qui sont assez courts, hein, 500-600 mots. Euh, Moi, je ne mettrais pas forcément le focus là-dessus et plutôt aller travailler et mettre le focus, les ressources sur la partie evergreen. Bien sûr, on respecte les basiques parce que qui peut le plus, peut le moins sur la partie actualité, c'est-à-dire, bon, je mets quand même un title, j'optimise un minimal title pour qu'il soit significatif, je mets une page, un H1 et je mets un contenu. Euh, mais je ne mettrai pas forcément le focus, les ressources sur la partie actualité et plutôt se concentrer sur la partie evergreen. Est-ce que tu as d'autres questions, Marien? Attends, faut que je me retrouve avec ma souris. Écoute, je pense qu'on a commencé à faire le tour, non? Oui, il y avait peut-être une question d'Héloïse, mais non, on n'y a pas répondu, je crois, sur le. euh, ok, je peux pas la. Enfin, c'est peut-être parce que j'y ai répondu. Moi, mais combien de liens est optimal pour un article environ? Est-ce que j'expliquais que l'outil part sur une base de 3 liens internes ici, Combien mais il de y a peut-être mots? d'autres précisions pour 1000 mots, mais il y a peut-être d'autres précisions à faire de ton côté. Je vois qu'il y a quelques votes. Généralement, oui, généralement, c'est la bonne pratique. Enfin, la bonne pratique. Il n'y a pas, il y a pas de standard, mais en tout cas, chez nous, la reco, c'est 3-4 liens pour 1000 mots. On a un lien tous les 250-300 mots, c'est-à-dire tous les 2-3 paragraphes. Ça paraît bien à la fois, ce que je disais tout à l'heure, d'un point de vue UX et expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on ne surcharge pas notre contenu de liens, ça reste naturel. Au-delà, ça commence à faire quand même beaucoup. En deçà, en fait, le risque, c'est de ne pas en fait exploiter correctement la diffusion du jus à travers le site. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il y a encore Aurélie, Jean-David, Tanguy, Michael, Antoine, Quentin. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Sinon, ben voilà, dans 30 secondes, va rendre l'antenne, comme pourraient dire certains. Mm. Effectivement, voir si. Ouais. Hop. Ouais, c'est une bonne remarque, Johan, mais c'est vrai que je vois beaucoup pour discuter avec pas mal de propriétaires de sites. Je suis assez raccord avec la vision d'Anthony. Je vois beaucoup de personnes qui vont en fait rédiger, s'échiner à faire des articles d'actualité parce qu'ils vont penser que le site a besoin d'actualité, de vivre, etc., qui peuvent être peut-être intéressants pour leurs clients, voilà, pour tenir au courant. Mais il faut pas trop qu'il y ait d'espoir, enfin d'espoir, de vocation SEO derrière. Et effectivement, est-ce qu'il serait peut-être plus intéressant d'aller faire des articles evergreen, des articles mettre plus de temps sur des articles sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner, parce que la rédaction même de ces news, même si elles sont courtes, vont quand même demander du temps. Et il y a peut-être un focus à faire ailleurs, quoi. Super. Ok, bah écoutez, merci à vous tous. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. J'essaierai de revenir personnellement vers ceux qui ont posé des questions qui n'ont peut-être pas eu la réponse escomptée, ou en tout cas sur lequel on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Donc je reviendrai vers vous. Et voilà, pour rappel, n'hésitez pas à tester pour ceux qui n'ont pas testé, notamment cette partie audit si ça vous intéresse.
Et puis, rappelez-vous, si vous avez la moindre question, voilà, on n'est pas juste présent lors d'un webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me solliciter s'il y a besoin, voilà, d'aller creuser peut-être certaines spécificités de l'outil, si vous avez d'autres questions ou qu'on prenne un exemple concret. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venu et je vous dis au mois prochain, en février, pour le prochain workshop. Yes, à bientôt, au revoir. Au revoir.